Donc le moment est venu de présenter les artistes du soir. Donc ce soir c'est un petit peu différent dans notre série des conférences, des rendez-vous avec chaque mardi et chaque jeudi quelques personnes qui viennent nous parler d'un sujet intéressant. Cette semaine, donc nous avions la famille d'Edmond-Belfils, avec donc mardi la mère et jeudi la fille, qui viennent donc nous parler de choses très différentes, puisque aujourd'hui nous allons nous parler de l'art lyrique, c'est-à-dire de l'art chanté à la française, c'est-à-dire un espèce de petit panorama du chant vocal dans la tradition française, depuis l'opéra jusqu'à la chanson populaire plus récente. Donc, si j'ai bien compris, Sophie va vous présenter la participation parler d'abord, expliquer un peu de dont il s'agit, et ensuite l'illustrera avec des morceaux. Et pour ce faire, elle sera accompagnée de Clémentine au piano et aussi de Joseph à la donc la personne qui est à ma droite, donc Sophie Delphis, est un pur produit de la Nouvelle-Angleterre, je dirais musicale de la Nouvelle-Angleterre, puisqu'elle a fait ses études musicales au New England Conservatory, et puis ensuite à Michigan. Et donc elle est cantatrice, et elle s'appelle pas chaude, comme vous pouvez voir, mais cantatrice, et donc amenée à interpréter de nombreux rôles, comme par exemple dans l'opéra Carmen, qu'elle est en train de répéter en ce moment, pour un rôle en scène à Milan. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais enfin encore que si, ça va être un petit peu le sujet. Donc, je préfère tout de suite laisser la parole et surtout la voix ouverte à notre personne du soir. Oui, il ne faut pas que j'oublie donc de rappeler que vous avez des sorties de secours au nombre de 3. Vous avez repéré. Et que normalement il ne doit pas y avoir de sortie de secours, mais nous aurons de le dire. Donc, Sophie, Clémentine, à vous. qui sert la voix humaine
surtout. Et bien sûr, c'est le style du français, entre la composition musicale ou poétique, qui informe le style de son interprétation. Parce que le français de Rameau n'est pas celui de François Hardy. Le français de Berlioz n'est pas celui de Poulain, etc. Donc les demandes ne sont pas les mêmes. Les lignes archi-legato de l'opéra du XIXe siècle ne sont pas exactement les mêmes lignes que le bal musette, mais c'est quand même du français. Donc, on trouve d'abord de l'opéra, je vous ai chanté très peu de français là, mais beaucoup de notes. Je continue un petit peu avec de l'opéra. On a parlé un petit peu de Carmen. Bien sûr, cet opéra, on ne peut plus connu dans le répertoire français, je crois. Et donc ça, c'est vraiment le chant lyrique par excellence. Même si, en fait, il a été créé à l'Opéra Comique à Paris en 1877. Mais en tout cas, les conventions de la prononciation du français et l'interprétation de la langue, qui sont en fait deux choses parfaitement liées, sont, pour Bizet, pour Carmen, vraiment absolument les conventions de prononciation qui servent absolument au legato de la voix. C'est de l'opéra, donc tous les E muets que l'on enlève quand on parle, bien sûr, sont prononcés. Ils ne sont plus muets, ils sont allongés. Ça aide à comprendre, ça aide à entendre. Les R sont roulés. Puis d'ailleurs, et une traduction aussi du théâtre lyrique. On met des liaisons un peu partout, encore une fois, pour allonger tout. Les voyelles sont souvent un peu plus ouvertes. Donc quelquefois, c'est à cause du chant. C'est nécessaire. Un ton est trop aigu, donc on commence à changer un peu les choses. Mais d'une manière générale, ça aide à trouver le legato de la voix. Donc un E devient très souvent un E, etc. C'est toujours pour trouver le legato. La composition de L'amour est un oiseau rebelle, un morceau que vous connaissez probablement, imite une chanson espagnole. Le style est un habanera. Les lignes sont très riches, somptueuses, souples. Bizet souligne davantage cet aspect très fluide, en fait, avec ses ports de voix. Il en met pour séparer, ou plutôt pour ne pas séparer, quelques lignes qui sont en fait des fins de ligne. Donc même si on commence assez strictement, l'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, plus tard, on va dire, s'il lui convient de refuser rien y faire, menace ou prière. Donc la prosodie a été un peu déséquilibrée, parce qu'en fait, Carmen, elle, n'est pas une femme très stable. Elle ne raconte pas son poème dans son cours de CP non plus, quoi. Donc ça va très bien avec toute cette souplesse et ce sexe de Carmen. Quand je vous aimais, ma foi, je ne sais pas, peut-être jamais, peut-être demain, mais pas aujourd'hui.
plupart de mon temps à parler de la mélodie parce que c'est en fait la forme musicale qui utilise le plus la langue française. Comme le livre utilise vraiment l'allemand, et ainsi de suite. C'est vraiment le format pour la poésie qui illustre parfaitement la langue française. On peut traduire un opéra, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, mais on ne peut vraiment pas traduire une mélodie. Donc, en premier, je vais vous présenter un peu le chausson. Ernest Chausson est, avec Henri Duparc, probablement le plus inspiré des élèves de Franck. Il est grand ami et grand amateur d'artistes, d'autres musiciens, de compositeurs, Emmanuel Chabrier, Claude Debussy. Il collectionne des Degas qu'il montre dans ses salons ouverts aux artistes du coin, dans son hôtel particulier à Paris. Chausson est par excellence un mélodiste spectaculaire. Il est sensible, extrêmement perfectionniste, très généreux, plein d'empathie. Il admet en composant qu'il est heureux. Et pourtant, ses compositions, vous allez entendre un exemple, sont souvent plutôt tragiques. Mais c'est un homme généreux d'esprit, c'est un homme heureux, qui aime faire ce qu'il fait. Malheureusement, il est mort à l'âge de 44 ans d'un accident de vélo. Je trouve ça fortement dommage. Donc, il n'a pas composé énormément de morceaux, mais ce sont des morceaux vraiment très très beaux. Ce morceau que je vous chante, Le temps des lilas, est la fin totale d'un grand poème lyrique qui dure apparemment 32 minutes. On a découvert ça aujourd'hui. C'est pas rien. Le poème de l'amour et de la mer, avec un texte de Maurice Bouchard, qui d'ailleurs a donné ses textes à 15 autres mélodies de Chausson. Ils étaient très bons amis. Et il a écrit ça entre 1882 et 1892. Et il l'a dédié à Duparc, qui était aussi un autre ami. C'est une longue suite qui contient la fleur des eaux et la mort de l'amour, avec un interlude entre les deux. Donc le temps des lilas finit le tout. Et en effet, c'est la mélodie qui emporte ce morceau et qui pousse aussi. On entend des airs vraiment voluptueux, à la fois délicats, un peu moroses, qui jouent avec l'accompagnement que vous allez entendre dans le piano. Lui a ces mêmes lignes, mais aussi une syncope mélancolique qui pousse vraiment toute la première partie du morceau, ainsi que la reprise à la fin. C'est un ensemble en fait assez simple, mais c'est effroyablement triste en fait. C'est la tristesse simple quand toutes les fleurs sont fanées. Entre ces deux pôles, il y a un moment beaucoup plus explosif, qui devient plus animé dans le tempo, et le poème parle du joyeux et doux printemps, donc tout explose. Le piano, qui auparavant était relativement contenu, lent et triste, commence à jouer beaucoup plus, avec des doubles croches, des arpèges, et la voix, elle, a des intervalles beaucoup plus grands. Une sixte, notamment, pour nous ensoleiller, vous l'entendrez, et aussi plus aigu, le tout. Et puis, bon, simplement, on retourne au premier motif, d'abord dans le piano. Et toi, que fais-tu? Et on retrouve ce même motif du début. Le morceau se termine comme assez bas. Et cette fois-ci, vraiment sans mélodie, très stable, à jamais. Je vais boire un petit peu d'eau.
Passons à des choses un peu plus sympathiques, mais à peine, c'est quand même le tombeau des Naïades. Donc je commence à trouver un thème un peu plus mélancolique que prévu en fait. Donc, Debussy. Jean-Jacques Rousseau écrivait qu'un jour un compositeur allait trouver un style récitatif qui puisse vraiment être approprié à la langue française, avec des mélodies ne grimpant pas trop, ne descendant pas trop, des lignes relativement stables, une ligne, c'est ça, sans notes trop longues, avec des intervalles limités. Pour lui, c'était ça la langue française. Et c'est vrai, c'est une langue qui n'a pas d'accent tonique, nécessairement. On va à la fin de la phrase, et on peut aussi vraiment jouer avec. Donc, pour lui, la musique qui était le plus appropriée à cette langue française était une musique quand même assez stable. Et c'était le cas aussi pour Debussy. Le romantisme, le grand romantisme du XIXe siècle n'a pas très bien marché en France, en tout cas en ce qui concerne la musique. À part quelques compositeurs, notamment Berlioz, il n'y a quand même pas eu beaucoup de compositeurs qui plongent vraiment dans le romantisme lyrique à l'allemande, par exemple, ou à l'italienne, et surtout à la Wagner. Et pourtant, Debussy admirait énormément Wagner, surtout quand il était jeune. Et notamment, bien sûr, son folklore teutonique. Il y met sa main avec Péléas et Mélisande, qui composent entre 1892 et 1903, mais de façon quand même nettement plus française. Les mélodies, si on peut vraiment appeler ça comme ça, sont en effet très simples, c'est du récitatif, pur et dur, tout le temps. C'est un opéra relativement long, rempli de récitatifs. Et ça devient vraiment le chef-d'œuvre symboliste dans l'opéra. Malheureusement, c'est quand même un chef-d'œuvre qui n'a pas très bien marché quand il a été créé, et c'est un chef-d'œuvre qui est produit quelques fois, mais très peu en fait. Surtout beaucoup moins que les Madame Butterfly, les Wagner, bien sûr. C'est parce que c'est de l'opéra, mais à peine. C'est en fait un très long récit symboliste, français, récitatif. Donc, si on pense que l'opéra, c'est du bel canto, ça n'est pas de l'opéra. Il utilise vraiment cette même stratégie pour le français dans ses mélodies, et notamment ses chansons de Bilitis, un trio de morceaux pseudo-grecs, on va dire, sur des poèmes de Pierre Louis, qui sont aussi tout à fait pseudo-grecs. C'était soi-disant des morceaux retrouvés d'une poétesse grecque, Bilitis, mais bon, non, c'était purement du poète français. La ligne de la voix est donc en effet très simple, les modulant relativement peu. Elle monte ou elle descend d'un ton, d'un demi-ton, voire éventuellement une tierce. Par exemple, la première phrase que je vais chanter, le long du bois couvert, je ne module jamais. En même temps, par contre, la texture du piano fait complètement partie de la mise en scène. Je ne vais pas vous donner tous les moments, bien sûr, parce qu'on sera là jusqu'à demain. Mais par exemple, au début, dans son introduction, vous entendrez le motif répété sol la si do, qui représente probablement les pas de Bilitis dans la neige, lourd. Par contre, quand je commence à parler, plus tard, on parle des satires, tout devient un peu plus sec, un peu plus aigu.
C'est une jeune femme, et elle est tellement amoureuse, elle regarde la nature autour d'elle. Quand son amant commence à parler, tout devient plus grave, plus lourd. C'est un homme, il est probablement aussi plus âgé. Donc, à la fois la voix et le piano deviennent plus graves. On peut entendre vraiment qu'une seule grande montée, qui est aussi l'apogée du morceau. C'est une gamme pentatonique, parce que nous sommes en Grèce après tout, donc il faut montrer tout ça. Et c'est aussi une gamme qu'utilise énormément Claude Debussy dans son langage, dans son vocabulaire musical, pour agrandir un peu la tonalité à sa disposition. Donc vous l'entendrez quand il prend sa houe et qu'il coupe la gamme, tout d'un coup l'apogée, le tombeau des naïades, tout s'ouvre. Et après on retourne à une grande clarté et on finit tout avec en fait beaucoup de simplicité aussi. Et c'est une façon, je trouve, magnifique de finir ce troisième morceau du cycle qui ressemble vraiment que à Debussy. Ça ne ressemble à vraiment rien d'autre, je trouve. Francis Poulenc, qui a composé près de 200 mélodies et de chansons, la plupart pour chant et piano. Il était pianiste et il aimait les chanteurs. Jean Cocteau, mentor du groupe des Six, dont Poulenc faisait partie, notait à propos du compositeur qu'il avait la particularité de pouvoir mettre le texte en évidence. En effet, Poulenc compose des mélodies qui non seulement mettent en valeur le style ou
le langage des poèmes, mais qui ont aussi l'air d'approfondir le langage, de l'enrichir. C'est d'ailleurs le cas de ces opéras, de ces quelques opéras aussi, notamment Sa voix humaine, qui met en musique une pièce de Jean Cocteau et qui la rend en fait plus intime et plus émouvante, en fait, même malgré les conventions de la voix chantée, de l'opéra, et l'ajout d'un orchestre. Ça devient en fait beaucoup plus émouvant, beaucoup plus vrai. Donc c'est grâce à son attachement et sa connexion au poète. Il est l'ami de Paul Éluard notamment. Il fréquente énormément de poètes toute sa vie. Et il met en musique beaucoup de poésie moderne de l'époque, Apollinaire, comme aujourd'hui, de Vilmorin, Max Jacob, beaucoup de Paul Éluard, et compose des mélodies qui sont superbement adaptées, accordées à cette poésie française de son entourage. Si Debussy met en musique les nuances de la langue française sur des mélodies, on va dire, plutôt classiques, pour Poulenc, la mélodie fait partie de la langue française quand même. Il a des mélodies beaucoup plus mélodiques et tout aussi distinctives. D'ailleurs, il utilise cette même technique du récitatif aussi quand même tout à fait mélodique pour ses opéras. Parce que Poulenc ressemble toujours à Poulenc et à personne d'autre. Il y a toujours beaucoup de quartes et de quintes, beaucoup de demi-tons, des passages chromatiques, des courts motifs qu'il répète avec des modulations. C'était donc l'ami des poètes, mais aussi des chanteurs, et notamment Pierre Bernac, qu'il rencontre assez tôt dans sa carrière. Poulenc aime la voix humaine, il aime utiliser la voix humaine. Donc, je vous chante 3 des 5 morceaux des banalités sur les textes d'Apollinaire. Ils ont chacun un style totalement différent, qui reste quand même le style de Poulenc, bien évidemment, mais qui représente vraiment les facettes différentes de Poulenc, presque toutes en fait. La première, la chanson d'Orquenise, doit être jouée rondement dans le style d'une chanson populaire, et c'est vraiment ça, une chanson populaire. On peut vraiment imaginer le Pont d'Avignon là-dessus. C'est une danse relativement simple, très claire, avec une légèreté qui va parfaitement avec le texte. Puis, Autel crée une atmosphère totalement différente. C'est la paresse totale, intégrale. C'est luxuriant, les accords du piano sont lents, assez lourds. Je ne veux pas travailler, je veux fumer. C'est tout. La voix, elle, a des passages plutôt chromatiques. Tout est lent. C'est la paresse. Thank you.
fois quand même. Fagne de Wallonie et Voyage à Paris. Le premier d'entre eux est un seul galop d'un grand élan, et l'autre est essentiellement un morceau de café-concert en fait, quand même avec quelques harmonies un peu bizarres. Et puis Sanglot, qui a aussi une grande clarté dans ses tons, c'est typique de Poulain de toute façon, et aussi une simplicité délicieuse, mais cette fois-ci calme, pensive. Il joue avec les stress de la prosodie dans sa manière de couper les mesures. Donc 3-4 devient 4-4, 3-4. Il manque un ton régulier en fait. Comme on a tendance à atterrir plus sur le premier ton d'une mesure, cela crée des stress, des accents toniques différents sur les mots. Et peut-être relativement surprenant. Donc par exemple, on pourrait imaginer une chanson un peu plus banale, c'est la chanson des rêveurs qui s'étaient arraché le cœur. Très bien, très joli. Poulain nous donne, c'est la chanson des rêveurs qui s'étaient arraché le cœur. Il veut mettre le point sur des mots qui ne sont pas banals en fait. Il déséquilibre aussi lui-même légèrement la ligne, la poésie, et ajoutant un rythme qui est parfaitement logique, on peut le faire, mais en tout cas il détourne les clichés. Et il fait un peu la même chose à la fin de ses phrases. On avait déjà parlé des E muets qui sont prononcés et allongés dans l'opéra lyrique, mais là cette fois-ci, il fait vraiment des E muets allongés. Donc, quand on dit par exemple la phrase « à sa blessure délicate », il paraît logique de mettre ça en musique, « à sa blessure délicate ». Poulain, lui, nous donne « à sa blessure délicate ». Encore une fois, il joue avec les conventions, il les respecte plus ou moins, mais il rend, je trouve, un peu plus intéressant la poésie. Ça rentre parfaitement bien dans le genre de poésie moderne autour de lui, en fait.
il n'y a pas que l'art lyrique, la mélodie intellectuelle. Il y a quand même l'art un peu moins lyrique, peut-être un peu moins artistique aussi. On arrive à la chanson populaire. Il n'est en fait pas nécessairement si loin de ce qu'on vient juste d'entendre. Beaucoup de compositeurs, beaucoup de vrais compositeurs du 19e et du 20e siècle ont composé des morceaux populaires, des chansons, notamment, bien évidemment, Poulenc. Et on entend aussi la chanson populaire dans ses mélodies classiques. Et n'oublions pas que l'opéra était lui-même populaire. Il était chanté dans la rue. Des airs étaient traduits et ils étaient connus, ils étaient chantés. Et puis il y a l'opérette. Donc les valses, les bals musettes ne sont peut-être pas aussi grandioses que les ballades d'opéra, certes, mais c'est peut-être aussi la différence entre un accordéon et un orchestre. Et en plus, il y a la technique vocale des chanteurs. Une vieille grisette avec un accent parigot peut très facilement transformer un air d'opéra en mistinguette aussi, quand même. La distinction entre les genres est quelquefois plutôt floue. Et bon, les chansons de Bilitis ne ressemblent guère à Édith Piaf, par exemple, mais c'est quand même l'élan de la langue qui l'emporte. C'est les récitatifs. Donc, si c'est le récit à la Debussy ou le récit à la Piaf, c'est quand même la langue française qui crée la ligne. Et souvent, c'est une ligne longue avec un accent tonique à la fin. Donc, c'est bien toujours la langue française qui s'impose. J'invite notre trompette à commencer, plutôt finir la soirée.
assez appropriée à l'école de Middlebury. J'ai deux amours, mon pays et Paris. d'évoluer avec moi, de trouver ce programme un petit peu avec moi, parce que j'avais proposé un très long programme, je ne savais pas si c'était une conférence, un récital, donc on a un petit peu choisi les morceaux qu'on allait sortir de tout ça ensemble. Joe, qui a bien voulu passer 3 jours dans un environnement purement français, et bien sûr Philippe et Rachel. C'est vraiment un bonheur de venir au Vermont, que j'aime déjà, et de pouvoir faire ça, pouvoir chanter un peu de Joséphine Baker dans un très beau salon au Vermont, ça me va très très bien. Donc merci vraiment. Merci. Et à vous, mon public qui m'adore, qui en tout cas été très patient et très sympathique.